La haine ne construit pas un État. Mais la paix construit des nations. Grand angle, Analyse et commente les événements en Afrique. une meilleure compréhension des problématiques sécuritaires en Afrique. Grand angle Une émission hebdomadaire présentée par Zine Charpaoui est réalisé par Khaled Hamdani. Bonjour chers amis auditrices et auditeurs d'Ifriqiya FM. Bienvenue dans Grand Angle, une émission hebdomadaire de 52 minutes destinée à décrypter les dynamiques politiques, économiques et sécuritaires qui façonnent l'Afrique. Alors le numéro d'aujourd'hui est consacré au sommet de la CEDEAO qui s'est tenu dimanche 15 décembre 2024 à Abuja, la capitale du Nigeria. Sommet qui a validé le départ du Burkina Faso, du Mali et du Niger de l'organisation. Alors le numéro d'aujourd'hui est intitulé CEDEAO AES, le divorce. Alors à l'issue du sommet ordinaire tenu dimanche 15 décembre à Abuja, la capitale du Nigeria, les chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, ont ratifié le retrait du Mali, du Burkina Faso et du Niger du bloc économique ouest-africain. Les trois pays de l'AES cesseront à partir du 29 janvier 2025 d'être membres de la CEDEAO. Dans un communiqué lu par Omar Touray, le président de la commission de la CEDEAO, les dirigeants de l'institution sous-régionale ont indiqué qu'ils respectaient la décision des trois pays de quitter la communauté. Cependant, les voisins du Sahel devront observer encore une période de transition de 6 mois, période comprise entre le 29 janvier et le 29 juillet 2025. Par la même occasion, la mission de médiation du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye pour le retour des trois pays de l'Alliance des États du Sahel au sein de l'organisation a été prolongée jusqu'au 29 juillet 2025. Selon Omar Touray, le président de la commission de la CEDEAO, l'institution sous-régionale prolonge le mandat des présidents sénégalais et du Togo pour poursuivre le rôle de médiation jusqu'à la fin de la période de transition afin de ramener les trois pays membres au sein de la CEDEAO. Vendredi 13 décembre 2024 à Niamey, à l'issue de la réunion ministérielle de la Confédération des États du Sahel sur la libre circulation des personnes et des biens, les ministres des trois pays ont rappelé, quant à eux, la décision irréversible des États de la Confédération du retrait de la CEDEAO. Alors, pourquoi les pays de l'Alliance des États du Sahel ont-ils décidé de quitter la CEDEAO ? Que gagne et que perd l'AES en quittant la CEDEAO ? Quels sont les principaux défis qui se posent à l'Alliance des États du Sahel ? Le président Bassirou Diomaye Faye a-t-il une chance de faire changer d'avis Bamako, Niamey et Ouagadougou ? C'est ce dont nous allons débattre avec mes invités. Alors, pour en parler, il y a avec nous en direct depuis Oran le docteur Ahmed Ben Saada, enseignant universitaire, auteur de plusieurs ouvrages et observateur avisé de la scène politique africaine. Docteur Ben Saada, bonjour. Bonjour Monsieur Charpaoui et bonjour l'Afrique. Ça nous fait plaisir de vous retrouver, docteur Ben Saada. C'est un plaisir toujours partagé de pouvoir discuter justement des problèmes, de la problématique inhérente à notre continent. Merci beaucoup. Alors nous avons également le plaisir d'avoir avec nous dans les studios d'Ifriqiya FM un ami, Akram Khreyev, fondateur et directeur du site spécialisé MENA Défense. Akram, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation et bonjour à tous nos auditeurs sur ce beau continent. Merci beaucoup, Akram. Alors, nous serons en outre accompagnés dans ce numéro dédié au sommet de la CEDEAO par Mokrana Touarabi, journaliste politique. Mokrana Touarabi travaille beaucoup sur les questions de sécurité en Afrique. Mokrana, bonjour. Bonjour Monsieur Charpaoui, bonjour aux invités et bonjour à tous les auditeurs d'Ifriqiya FM. Merci à vous, Mokrana. Et comme à chaque numéro de Grand Angle, il y a avec nous Madame Louis Berima, enseignante universitaire et consultante, et qui nous revient de Jordanie avec la tête pleine d'idées. Bonjour Zine, bonjour à mes confrères Akram, Mokrana et à notre professeur d'Oran
Ben Saada, Monsieur Ben Saada. Merci beaucoup. Alors, docteur Ahmed Ben Saada, le sommet d'Abuja du 15 décembre a pris une décision, il faut en convenir, pour le moins paradoxale, concernant l'Alliance des États du Sahel. Alors que le départ des 3 pays de la CEDEAO est pratiquement acté et que la date du 29 janvier est maintenue pour la séparation effective, alors une période de grâce de 6 mois est également mise en place. Cette période est officiellement destinée à poursuivre les efforts de médiation. Parallèlement, un plan de contingence sera mis en œuvre dès le 29 janvier. Comment interprétez-vous cette posture inédite, Dr Ahmed Ben Saada ? Alors, la 66e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO a en fait réalisé un communiqué final où elle a mis en exergue le fait que les 3 pays de l'AES, donc le Burkina Faso, le Mali et le Niger, sont officiellement peuvent prendre le départ officiellement à partir du 29 janvier 2025. Cependant, ils offrent un 6 mois de répit pendant lesquels ils ont nommé en fait deux présidents en fonction, le président sénégalais et le président togolais, pour pouvoir justement poursuivre les négociations pour ne pas que ces pays quittent, parce qu'il faut ajouter à cela aussi un 4e pays qui est la Guinée, qui a été aussi exclu de la CEDEAO. Oui. Et en fait, sans ces 3 pays ou ces 4 pays, l'avenir nous le dira, mais surtout sans ces 3 pays qui ont pris la décision ferme de constituer un autre conglomérat de pays, en fait les pays du Sahel, les pays de l'Alliance des États du Sahel, oui. La CEDEAO en fait prend un sacré coup parce que si on regarde par exemple la superficie de l'AES comparativement au pays de la CEDEAO, ça représente quand même 54% de la superficie. Oui, c'est plus de la moitié. C'est plus de la moitié. C'est à peu près 2 700 000 carrés. Presque 2 800 000. Voilà. Ça frise les 2 800 000 km². Et c'est une population de 77 millions d'habitants. Exactement, qui représente aux alentours de 17% de la population et un PIB de 10%. Donc, il faudrait... l'impact de la sortie des pays de l'AES est considérable pour la CEDEAO, qui était quand même considérée comme une organisation intéressante pour justement du point de vue de l'économie de la région, etc. Et c'est l'une des régions les plus intégrées d'Afrique. Exactement, et puis il y a une libre circulation des populations, il y a des accords économiques qui vont en fait être revus parce que justement si les pays de l'AES se retirent, il y a des populations qui vivent dans les autres pays de la CEDEAO, il y a des accords commerciaux qui vont être revus, il va y avoir des droits de douane qui vont être imposés, donc c'est un sacré casse-tête pour la CEDEAO. Mais d'un autre côté, il faut reconnaître que la CEDEAO n'a pas été tendre avec les pays de l'AES, en particulier du Niger. Je rappelle que les sanctions contre le Niger ont été très sévères, surtout, vous vous rappelez, des pénuries de médicaments, de denrées alimentaires. C'est un sujet sur lequel on reviendra, docteur Ahmed Ben Saada. Exactement. Et en plus, il y a eu aussi, et ça c'est inadmissible, des menaces de frappe contre le Niger. Et je rappelle pour nos auditeurs qu'en août 2023, l'Algérie avait refusé une demande officielle de survol du territoire algérien pour des avions de combat français, justement, qui allaient pour justement bombarder le Niger. Donc, ce n'est pas quelque chose qui s'oublie assez facilement. Très bien. Merci beaucoup, docteur Ahmed Ben Saada. Akram, on parlait il y a quelques instants d'une décision assez paradoxale.
On a l'impression qu'au sein même de la CEDEAO, il y a deux points de vue qui se confrontent. Alors d'une part, vous avez les gens qui disent aux 3 pays de l'AES, bon débarras, vous voulez partir, donc on acte votre départ. Et il y en a d'autres, par contre, qui ne souhaiteraient pas voir ces 3 pays quitter l'organisation. Est-ce que ça peut expliquer le caractère paradoxal, justement, de cette décision? Il y a des gens qui ont compris que la CEDEAO avait beaucoup à perdre à voir ces 3 pays quitter le bloc régional. En réalité, vous avez deux regards. Je vais être un peu abrupt. Vous avez un regard de certains pays, disons la Côte d'Ivoire, le Bénin aussi, qui est un regard qui considère que le centre Sahel n'est pas rentable pour la CEDEAO. Vous avez dit tout à l'heure justement que ça représentait plus de 50% de la superficie de la CEDEAO et 10% du PIB. Donc c'est une région qui est enclavée, difficile d'accès, qui n'a pas d'infrastructure routière et tout, et dont la Côte d'Ivoire ne s'embarrasse pas plus qu'autre chose. Et donc ces pays-là, ajouter à cela une vision venant d'Europe, particulièrement de France, on voit qu'il y a une opposition idéologique totale avec les États de l'AES et une volonté aussi de s'en défaire. Il ne faut pas oublier que, encore une fois, de tous les pays de la CEDEAO, le pays qui récolte le plus d'avantages, c'est la Côte d'Ivoire. Ils renforcent leurs relations avec la France, ils se retrouvent à la pointe du dispositif militaire français, et donc ce qui représente une garantie pour le régime en place. Et ils se retrouvent aussi... Surtout que l'histoire a montré que Gbagbo, finalement... Mais bien sûr, bien sûr. Et donc nous avons cette vision-là. Vous avez de l'autre côté la vision un peu plus réconciliatrice du Sénégal, qui voit en fait, dans la démarche d'émancipation de l'AES, une démarche saine, une démarche juste, mais peut-être... Maintenant, le Sénégal est dirigé par des panafricanistes. Exactement, mais peut-être qu'il juge mal le degré d'émancipation et la méthode. Et donc, je pense que les autorités sénégalaises veulent réintégrer l'AES au sein de la CEDEAO, en surfant justement sur cette vague panafricaniste anti-néocoloniale et franchement souverainiste et progressiste. Et donc nous avons ces deux visions-là. Très bien, merci Akram. Le docteur Ahmed Ben Saada a un petit peu défloré le sujet, mais est-ce que vous pouvez rappeler aux auditeurs d'Ifriqiya FM les raisons justement objectives qui ont amené les pays de l'AES à quitter la CEDEAO? Est-ce que ces raisons sont plus politiques qu'économiques, ou est-ce qu'il y a des deux dans ces raisons? Je pense qu'elles sont beaucoup plus politiques qu'économiques. Justement, il faut rappeler un peu le contexte qu'ont vécu les pays de l'AES et le contexte qui a amené ces pays à créer cette alliance. C'est bien de nous rappeler le contexte, c'est important. Justement, depuis 2020, les pays de l'AES avec la République de Guinée ont connu des changements non constitutionnels, donc des coups d'État contre des présidents civils. Donc il y a eu des militaires qui ont accédé au pouvoir avec principale orientation, c'est recouvrir la souveraineté de ces pays sur tous les plans, sur le plan sécuritaire, parce qu'il y a eu un contexte sécuritaire assez délétère, assez difficile, en même temps sur le plan économique et bien évidemment politique. La CEDEAO, dans sa charte, bien évidemment, n'accepte pas les changements non constitutionnels, même si cette règle... Donc, quand il y a des changements non constitutionnels, il y a automatiquement des sanctions contre ces pays. La première sanction, c'est la suspension. Donc, ces pays ont été suspendus de la CEDEAO, sanctionnés sur le plan économique.
Et je crois que les plus lourdes sanctions ont été infligées, par exemple, au Mali, qui abrite des institutions ouest-africaines. Donc les sanctions économiques, bien évidemment, ont impacté les populations, ont créé un ressentiment contre la CEDEAO. Les sanctions politiques ont, en quelque sorte, poussé les dirigeants du moment à prendre leur distance avec cette organisation. Et la goutte qui a fait déborder le vase, c'est la menace d'intervention militaire. Là, on a franchi en quelque sorte une ligne rouge. On est dans un espace commun où nous sommes censés normalement s'aider mutuellement pour se protéger. On se retrouve menacé par ceux qui sont justement censés nous aider. Donc c'est ce qui a poussé le Mali et le Burkina Faso à se solidariser avec le Niger qui était menacé d'intervention. On rappelle que le Niger a connu un changement non constitutionnel en juillet 2023. Donc il y a eu le renversement du président Bazoum le 26 juillet et la CEDEAO a haussé le ton, a même brandé la menace d'intervention militaire. Et en septembre, les deux pays, le Mali et le Burkina Faso, ont proposé donc, au Niger leur aide en cas d'intervention étrangère. Donc c'est dans ce contexte que les trois pays ont décidé donc, de se retirer définitivement. En quelque sorte, c'est là où les trois ils ont décidé de prendre leur destin en main et de se séparer définitivement de cet espace qui constitue, selon eux, non seulement sur le plan idéologique, il y a une divergence totale. Il y a une convergence entre les trois pays, une divergence avec la CEDEAO. Je parle de la CEDEAO, donc les trois pays qui sont sur la même ligne de souverainisme, de volonté justement de sortir de cette situation de dépendance des puissances étrangères sur tous les plans. Et l'élément central, c'est que la CEDEAO a échoué sur le plan sécuritaire à apporter l'aide nécessaire à ces pays qui étaient, il faut le rappeler, menacés sérieusement. Les États de l'Alliance des États du Sahel étaient menacés par les groupes terroristes et la CEDEAO n'a pas apporté l'aide attendue. On y reviendra sur cette question. Merci beaucoup, Mqorane Touarabi. Rima Rouibi, il faut dire que les sanctions infligées par la CEDEAO aux États qui constituent l'Alliance du Sahel ont scandalisé bon nombre de pays africains. Il paraît que, c'est pas qu'il paraît, mais c'est certain, certaines sanctions infligées, par exemple, au Niger, ne sont même pas prévues dans les statuts de la CEDEAO. Il y avait une volonté réelle de punir ces pays. On a l'impression que c'était une volonté, au-delà de la dénonciation des coups d'État, il y a une réelle volonté de punir ces pays. Oui, d'ailleurs, si vous permettez, j'aimerais juste préciser que l'AES avait même reproché à la CEDEAO je vais choisir mes mots avec des pincettes, de garantir certains agendas de pays occidentaux, notamment la France. D'où le fait que leur décision est une décision irrévocable. Maintenant, la vraie question, si vous permettez, est-ce que cette décision ne va pas affecter à la fois la CEDEAO et l'AES? Donc, si je reviens à quelques propos, notamment de l'ancien ministre des Affaires étrangères, Tiablé Dramé, qui est justement l'ancien ministre des Affaires étrangères malien, et justement contre de ce retrait par rapport à l'impact que ce retrait peut en avoir sur la population malienne et sur la région du Sahel. Effectivement. Et là, on peut revenir également par rapport à l'importance de la transition. On parle de transition, certains parlent de répit, pour reprendre la notion de M. Ben Saada, qui est quelque part légitime, parce qu'on ne peut pas interdire la libre circulation des populations qui ont pris l'habitude de... Oui. Madame Rouibi, je rebondis sur un de vos propos. Vous venez de dire que l'ancien ministre des Affaires étrangères, en l'occurrence Tiablé Dramé,
est contre la sortie oui, de ce effectivement, pays de la je peux CEDEAO. même citer sa Est-ce que déclaration. vous voulez dire que cette décision de sortir de la CEDEAO est contestée par une partie de la société civile des trois pays? Oui, on a Dramé, on a également Sidé Touré, qui est le responsable du parti Parena, déjà, et le parti de la Renaissance, qui conteste tous les deux cette décision, parce qu'ils estiment que le Mali a une vision panafricaine et ce retrait va avoir des impacts, je dirais, négatifs sur la population malienne et qu'il faut justement revenir à la CEDEAO pour assumer son rôle dans la région. On parle également, Akram peut-être confirmer d'ailleurs des articles qui parlent des armes qui étaient destinées en Ukraine et qui se retrouvent et qui menacent la région Sahel. Donc, est-ce que ce retrait-là ne va pas impacter la sécurité de l'AES? On va en parler justement. J'ai anticipé, je m'excuse. Non, c'est bien. C'est bien d'anticiper sur les questions de l'animateur. Ahmed Ben Saada, avant de passer à une autre question. Alors, parmi les griefs retenus par l'AES à l'égard de la CEDEAO, il y a un grief dont tout le monde parle, c'est l'AES reproche très clairement, de manière très frontale, reproche à la CEDEAO d'avoir un agenda, ou plutôt de travailler un agenda autre que l'agenda africain qui devrait être celui de la CEDEAO. Oui, en fait, c'est un argument qui revient tout le temps. D'ailleurs, pour abonder un peu dans le sens de M. Akram Khaïf, il y a en fait deux visions. En fait, la vision des pays de l'AES qui veulent complètement se défaire de la France, et d'ailleurs ils ont mis dehors tous leurs représentants, les militaires, etc., et de se retourner vers des partenaires qu'ils jugent fiables et plus intéressants que l'ex-colonisateur. Alors pour l'AES, Dr Ben Saada, la CEDEAO est le cheval de Troie de la France en Afrique de l'Ouest. Effectivement, en fait, ils accusent la CEDEAO d'être sous influence de puissances étrangères, et même en fait, ils vont beaucoup plus loin que ça. Ils disent que, en fait, la CEDEAO représente un danger pour les États membres et ses populations. Donc, c'est assez grave. Et je rappelle un communiqué justement des pays de l'AES de l'année dernière, qui dit, après 49 ans d'existence, les vaillants peuples du Burkina Faso, du Mali et du Niger constatent avec beaucoup de regret, d'amertume et d'une grande déception que la CEDEAO s'est éloignée de ses pères fondateurs et du panafricanisme, parce que le panafricanisme, c'était de se défaire de l'ancien colonisateur et de faire des partenariats d'égal à égal avec d'autres pays. Et on a vu justement ce glissement des pays de l'AES vers des partenariats avec la Russie, par exemple, ou la Turquie, ce qui n'est pas le cas des pays comme la Côte d'Ivoire, etc., qui restent toujours sous le giron de la France-Afrique, en fait. Et puis c'est assez notable pour dire que finalement, il y a deux visions de ces pays. Donc, il y a un gros bloc qui est l'AES, même si son PIB n'est pas très élevé, mais ils ont énormément de ressources. Ce sont des pays qui sont extrêmement riches et qui peuvent avec une gestion plus saine, plus saine et en fait une sécurité, etc., et de développer leur économie. Ce sont des pays qui sont extrêmement intéressants. D'ailleurs, c'est pour cela que d'autres puissances ils investissent, et aussi c'est pour ça aussi que la France a tout fait pour ne pas quitter ces régions-là. Donc c'est clair que ces deux visions sont... et maintenant, nous avons aussi, juste à côté, au Sénégal, une vision qui est proche, qui n'a pas été appliquée malheureusement, mais qui est très proche. Avant justement, le PASTEF, avant de prendre le pouvoir, il avait dit qu'il allait justement essayer de se délaisser un petit peu de son poids historique avec la France. D'ailleurs, ils ont mis fin à des... Ils ont en fait mis fin à des contrats pour la présence des militaires au niveau
leur pays. Donc il y a cette volonté, sauf qu'il y a des pays qui veulent aller plus vite que d'autres, mais il va y avoir le détachement des pays de l'AES de cette sous-région va avoir un impact extrêmement important du point de vue économique, mais certainement. aussi beaucoup du point de vue politique. Juste quelque chose dans lequel on n'a pas parlé, c'est que en fait le mastodonte de ces pays-là, de cette sous-région, c'est le Nigeria, qui représente. Alors, en population, il représente 51% de la population de cette sous-région et il représente 54% du PIB. Donc, c'est vraiment le moteur de cette région-là. Il y a un pays qui domine tous les autres et avec le retrait de l'AES, la population va passer à 60% et le PIB va passer aussi presque à 60% de ce qui reste de la CEDEAO, ce qui est pas déséquilibré. Très, très, très déséquilibré. Voilà. Oui, alors, Dr Ahmed Ben Saada, juste pour rester dans les raisons qui ont poussé les pays de l'AES à quitter la CEDEAO. Alors, on parle de l'agenda de la CEDEAO. Alors, un agenda que les pays de l'AES disent que ce n'est pas un agenda africain, c'est plutôt un agenda occidental et particulièrement français. Mais les pays de l'AES reprochent aussi à la CEDEAO de n'avoir pas avoir reçu suffisamment d'aide lorsqu'ils en avaient besoin, et surtout lorsqu'ils combattaient les groupes terroristes. Les trois pays ont été carrément abandonnés à eux-mêmes. Exactement. En effet, au-delà de ce qu'on peut dire, ces pays-là sont très, très impactés par la menace terroriste et donc ça représente un défi quotidien pour ces populations-là. Et donc, pour eux, le problème majeur, c'est de se défaire, de combattre justement les groupes terroristes et il n'y a pas eu d'aide, que ce soit du point de vue militaire ou du point de vue monétaire conséquente par rapport à cela. D'ailleurs, si on regarde bien le communiqué final de la CEDEAO du 15 décembre 2024, il y a plusieurs articles, aussi bizarrement que ça puisse paraître, qui traitent justement de ce point-là, qui étaient complètement délaissés et ces pays-là étaient laissés à eux-mêmes et avec une présence militaire française qui n'a pas fait le travail qu'il fallait faire. Absolument. Et donc c'est une des raisons pour laquelle ces pays-là se sont rassemblés, ces trois pays se sont rassemblés justement, c'est parce qu'elles ont des problèmes qui sont communs à ces trois pays et qui ne sont pas communs aux 15 pays de la CEDEAO. Mais autre chose aussi, c'est que on a une des conséquences aussi qu'on va voir apparaître, c'est aussi au point de vue de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. On va en parler, c'est prévu, Dr Ben Saada. C'est très bien. Merci beaucoup. Alors, Akram Kharif, nous avons commencé à en parler hors antenne. Alors, là, on va essayer d'approfondir la question. Est-ce que la CEDEAO a-t-elle beaucoup à perdre avec le départ des pays de l'AES? À quelles conséquences peuvent découler de la sortie de ces trois pays? Est-ce que vous pensez que ça sera difficile pour la CEDEAO? Vous pensez qu'elle survivra à cette première fracture? Parce que, les spécialistes attendent à d'autres fractures. Non, ça va être difficile pour la CEDEAO de résister à cette fracture. Tout le monde est perdant en réalité. Les pays de l'AES comme les pays de la CEDEAO sont perdants de cette situation-là. Les populations sont vraiment les grandes perdantes de cette situation parce que un des piliers de la CEDEAO est la libre circulation des biens et personnes et la libre installation aussi des personnes et des biens dans les pays de la CEDEAO. C'est dramatique parce que lorsqu'on voit ce que représente le Sénégal pour les élites maliennes, mais aussi pour les élites en devenir au Mali, on se dit que ça sera très très compliqué à l'avenir. Il y a aussi des liens très très forts entre les différents pays, les différentes communautés, qui peuvent se retrouver demain interrompus ou
ou devenant un peu plus difficile pour elle. Ça va impacter aussi les prix des denrées alimentaires. Ça va impliquer les prix des hydrocarbures pour ces pays qui dépendent fortement du commerce, dans ce sens. Donc je pense que ça va fragiliser les pays de l'AES, mais ça va aussi fragiliser, apporter de la fragilité aux frontières des pays de la CEDEAO. Et donc, je ne prédis pas un avenir florissant pour la région. Par contre, si vous permettez, moi j'y vois, je vais faire un petit challenge intellectuel. J'y vois une excellente opportunité pour l'Algérie pour adhérer à la CEDEAO. Oui. Adhérer à la CEDEAO, il faut, et même adhérer à l'AES s'il le faut, apporter suffisamment de garanties monétaires. On l'a vu avec le Nigeria. Certes, le Nigeria est un mastodonte, mais politiquement, de par son caractère anglophone, le Nigeria apporte très peu, en réalité, aux populations de la CEDEAO, aux populations francophones. L'Algérie pourrait apporter davantage que le Nigeria, à mon avis. Surtout que c'est un pays qui a une frontière avec l'AES déjà. Et l'Algérie est un pays, la pointe sud de l'Algérie est un pays est une région du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Exactement. Donc je pense que c'est une opportunité que l'Algérie devrait saisir pour apporter de la stabilité, pour apporter aussi une convergence de vues entre les pays de l'AES et de la CEDEAO, et peut-être rétablir, en fait, faire de l'AES un ensemble idéologique et garder sous sa forme actuelle la CEDEAO, qui est une communauté d'États d'une région donnée. Moukhala Naïtou Arabi, est-ce que vous partagez l'avis développé par notre ami Akram Khalif? Pas totalement. Qu'est-ce que la CEDEAO a à perdre par rapport... Oui, sur ce plan-là, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire notre ami Akram Khalif sur le fait que les deux sont perdants. Oui. Après, on peut toujours mesurer qui est le plus grand perdant. On peut dire que pour la CEDEAO, qui est quand même l'une des communautés économiques de l'Union africaine, sur lesquelles se repose l'Union africaine, c'est une institution, c'est une sous-institution de l'Union africaine. C'est extrêmement important. Il y a 8 régions économiques et la CEDEAO en fait partie. Donc, elle est extrêmement importante. Maintenant, il est vrai que même à l'intérieur de la CEDEAO aujourd'hui, il y a des pays qui veulent sa réforme. Il faut qu'elle revoie son logiciel parce que tel qu'elle est actuellement, elle risque justement tôt ou tard, si la situation persiste avec l'environnement régional, elle risque de recevoir d'autres coups qui vont être encore plus durs et peut-être qui risqueraient même de l'emporter. Aujourd'hui, donc la CEDEAO, elle perd en crédibilité, elle se fragilise parce que il est vrai que sur le plan économique, le PIB des 3 pays ne pèse pas énormément sur l'ensemble. Il est vrai que aussi en termes de marché, c'est les pays de l'AES qui sont perdants parce que c'est un marché de 400 millions d'habitants, la CEDEAO. Mais sur le plan de la crédibilité et des institutions de la CEDEAO, elle se fragilise. Parce que le départ de ces 3 pays ne veut pas dire que d'autres ne voudraient pas justement, ne seraient pas tentés de tenter autre chose. Surtout que la CEDEAO est contestée de l'intérieur. Sachant que, voilà, il y a par exemple le nouveau président sénégalais qui reste attaché à la CEDEAO, mais pas la CEDEAO telle qu'elle est aujourd'hui. Il est en train de militer pour la réforme de cet ensemble régional, pour qu'il travaille les intérêts des pays membres. Et donc rester dans le panafricanisme, les pères fondateurs de l'Union africaine, ainsi de suite. C'est une démarche. L'AES a pris une autre démarche que les partisans de la réforme de la CEDEAO estiment à la limite légitime dans le contexte qu'on connaît. Donc les deux entités ont à perdre
La CEDEAO jusqu'à maintenant, elle ne peut pas reprocher grand-chose au pays de l'AES parce que pendant toute cette période, n'a pas fait de pas pour justement tenter de corriger un peu ces incohérences qui ont fait que la colère monte au sein de ces pays de l'AES. Rien ne peut justifier justement que un éventuel retour en arrière des pays de l'AES par rapport à leurs décisions qu'ils ont qualifiées d'irréversibles. Quand on prend par exemple aujourd'hui la CEDEAO par rapport à la coopération sécuritaire, vous l'avez souligné, elle n'a pas apporté l'aide nécessaire. Et elle persiste dans sa situation, alors que c'est quelque chose d'extrêmement important. Bassirou Diomaye Faye, le président du Sénégal, a dit qu'on ne peut pas, même si l'AES a décidé de se retirer de la CEDEAO, on ne peut pas ne pas continuer à coopérer sur le plan sécuritaire. C'est important parce que c'est une menace transnationale. Après, il y a une sorte d'interdépendance sur d'autres plans. Par exemple, je vais vous dire, ces 3 pays de l'AES, justement, auront une difficulté qui est liée au fait qu'ils sont enclavés. Ils ont besoin donc d'accès maritime que leur offrait jusqu'à maintenant la CEDEAO. C'était justement la question que j'allais poser. Merci Mpralana et Torabi pour ce développement. Alors, Madame Rouibi Rima, alors je vais vous poser la même question que je viens de poser à nos amis, mais un peu autrement. Ouais. Est-ce que le départ de la CEDEAO n'est pas aussi un pari risqué pour les États membres de l'AES? Oui, mais je pense que la CEDEAO, c'est pour ça, elle ouvre ou elle reste, du moins, si je puis m'exprimer ainsi, assez flexible par rapport à ce retrait, en offrant 6 mois de réflexion à l'AES. Donc, je pense que cette transition reste, pour reprendre l'expression, c'est de garder les portes de la CEDEAO, des portes ouvertes pour un éventuel retour des États qui sont à la base des États fondateurs de la CEDEAO, c'est-à-dire on parle de Niger, Mali et le Burkina Faso. Organisation créée en 1975. Merci pour le rappel. Et si vous permettez, je voudrais risquer par rapport aux enjeux sécuritaires, risquer par rapport à l'économie fragile de ces 3 pays, risquer aussi par rapport si je me permets, par rapport aux problématiques même qui sont posées sur les réseaux sociaux. Je cite la blogueuse de Tombouctou, Tamboto Waye, qui parle, est-ce que le fait de rester, les pays, l'AES, peuvent garantir aujourd'hui, avec ce retrait, une certaine sécurité, une certaine économie, une certaine liberté d'expression aux citoyens, une certaine circulation assez libre auquel ils se sont habitués, ce retrait. Je me réfère également à Babkar Ndiaye, le directeur de think tank Wati, qui parle que ce retrait n'est pas évident par rapport à la libre circulation, par rapport à certaines organisations, notamment à l'organisation ouest-africaine de la santé qui se retrouve à Burkina Faso. Donc, imposer ce genre de retrait d'une manière, je dirais, assez brusque, nous interpelle et nous pousse un petit peu à s'interroger si ce n'est pas justement un pari risqué par rapport à l'AES, tout d'abord. Et si vous permettez, j'aimerais juste rebondir par rapport au challenge proposé par notre ami Akram, que je trouve très, très pertinent. Exactement, c'est le qualificatif que j'allais utiliser, notamment par rapport aux efforts de la diplomatie algérienne dernièrement, Il y a un redéploiement de la diplomatie algérienne. Le ministre des Affaires étrangères a vers les pays 4 pays en moins d'une semaine. Exactement. Et donc, je pense que le challenge
convergent parfaitement avec les perspectives de la diplomatie et de la vision algérienne qui vise justement de travailler, de coopérer avec l'Afrique. Merci beaucoup, Lima. Alors, restons un peu sur le même sujet, si vous le voulez bien, Dr Ahmed Ben Saada. Est-ce que, justement, le départ des pays de l'AES, de la CEDEAO, n'est-il pas un pari risqué? Parce que, bon, au-delà de la volonté des pays de l'AES de recouvrer leur souveraineté politique, parce qu'en étant dans une organisation, on est astreint au respect d'un certain nombre de règles politiques pour lesquelles on n'est pas forcément d'accord. Donc il y a un recouvrement de la souveraineté politique pour les États, pour l'Alliance des États du Sahel, mais en même temps, le retrait de la CEDEAO les met face à d'innombrables défis. Notre ami Akram Khraïf rappelle que les 3 pays sont enclavés et que pour importer ou exporter des produits, ils sont dépendants des ports de l'Afrique de l'Ouest. Je pense notamment aux ports du Bénin, de Cotonou, de la Côte d'Ivoire. Bon, les économies sont imbriquées. Est-ce que, Dr Ben Saada, vous pensez que les 3 pays aujourd'hui ont les qualités qu'il faut justement pour aller de l'avant dans leur projet? Alors là, ils forment la Confédération des États du Sahel, mais fondamentalement, le projet à long terme, c'est d'aller vers une fédération. Est-ce qu'ils peuvent relever le pari auquel ils font face? Alors, il y a juste à se mettre finalement à la place de ces pays-là. Oui. Ça fait 50 ans que la CEDEAO existe. Oui, oui. Et cela fait 50 ans que les indicateurs économiques ou sociaux sont très faibles dans ces 3 pays-là. Oui. Vous savez que le Mali... Ils n'ont rien à perdre à changer. Ils n'ont, mais alors, rien à perdre. Ils font partie des pays avec l'IDH le plus faible, un PIB extrêmement faible, scolarité très faible. Il n'y a pas... à mon avis, le fait d'être avec ces pays-là n'a pas donné ce qu'il fallait en termes de progrès social et de progrès économique. C'est vrai. C'est vrai. En plus de les soumettre à des pressions sécuritaires absolument terribles et qui justement font en sorte qu'ils gaspillent énormément d'argent dans l'armement, etc. Donc, si en 50 ans, il n'y a pas eu d'amélioration notable, qu'ils essaient autre chose. À mon avis, ce serait très intéressant d'essayer autre chose et de développer aussi des relations. Regardez, la Mauritanie a quitté la CEDEAO en 2000. Ça ne veut pas dire qu'elle est paria, pas du tout. Elle collabore, elle a des relations économiques très privilégiées avec les pays de la CEDEAO. En plus, les frontières en fait, j'ai noté un peu les frontières de l'AES. L'AES a 11 frontières. Alors, si on ne tient pas compte de la Mauritanie, l'Algérie, la Libye, qui ne sont pas de la CEDEAO, il reste encore 8 pays de la CEDEAO. Donc, cette région-là a des frontières communes avec 8 pays de la CEDEAO, ce qui n'est pas négligeable. Donc, ils sont obligés de travailler ensemble, de collaborer ensemble, même s'ils ne se font pas dans le cadre de la CEDEAO. Et je rappelle aussi que la CEDEAO a été extrêmement sévère avec les pays, ces pays-là. D'ailleurs, l'AES avait justement signé un pacte de défense mutuelle pour se protéger de la volonté belliqueuse de la CEDEAO, ce qui est absolument aberrant, je veux dire. Et même à ça, la CEDEAO, le fait d'avoir menacé et ne pas mettre sa menace à exécution montre la faiblesse de cette organisation. Je rappelle que, en fait, la position de la CEDEAO par rapport au président Bazoum, de l'ex-président, en fait, qui a été renversé par un coup d'État, était « vous devez le remettre ». Ensuite, ils l'ont appelé dans un autre communiqué un an plus tard, ils ont dit l'ex-président, et je lis
en fait, le communiqué final dont j'ai parlé tout à l'heure, du 15 décembre 2024, article 49, la conférence réitère sa demande de libération inconditionnelle de l'ancien président nigérien. Oui. Donc vous voyez que le ton a beaucoup baissé par rapport à donc quand on n'a pas les moyens de sa politique, bon, on ne s'avance pas à faire ça. Donc c'est un organisme, disons, du sous-continent qui est très intéressant économiquement, mais politiquement, il n'a pas de dents, il ne représente pas grand-chose. Et donc, les pays de l'AES, à mon avis, peuvent essayer autre chose que ce qu'ils avaient avant. Très bien. Merci beaucoup, Dr Bensaada. Je reviens à vous, Akram Kharieff, un peu justement pour souligner cette nécessité, même si les pays donc se détachent les pays de l'AES se détachent de la CEDEAO, quand même une volonté de rester connecté à cet ensemble. Alors, samedi 14 décembre à Bamako, le général d'armée Assimi Goïta, président en exercice de la Confédération des États du Sahel, a endossé une déclaration du collège des chefs d'État de l'AES sur la libre circulation, le droit de résidence et d'établissement des ressortissants de la CEDEAO dans l'espace de la Confédération des États du Sahel. Entre autres aspects, le dit collège, guidé par l'esprit de fraternité, je cite, de solidarité, d'amitié, et engagé à renforcer les liens séculaires entre les peuples d'Afrique, a déclaré que la Confédération des États du Sahel est un espace sans visa pour tout ressortissant des États membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Mieux, les ressortissants de la CEDEAO ont le droit d'entrer, de circuler, de résider, de s'établir et de sortir sur le territoire des États membres de la Confédération des États du Sahel dans le respect des textes nationaux en vigueur. Il y a clairement ici, Akram Kharieff, une volonté des pays de l'AES de ne pas complètement couper les ponts avec les pays de la CEDEAO parce qu'ils comprennent. Le docteur Bensaada parlait de 8 frontières avec les pays de la CEDEAO. Ils ont compris qu'il y a quand même une interdépendance humaine, économique, commerciale qu'ils ne peuvent pas ignorer du jour au lendemain. Non, ils n'ont pas les moyens d'ignorer cette interdépendance socio-économique, parce qu'elle est sociale aussi. Pour preuve, les pays de l'AES sont encore membres de l'UMOA. Ils sont toujours dans la même monnaie. Oui, ils sont dans la zone CFA. J'ai beaucoup de mal à les voir quitter de manière abrupte. En fait, c'est un divorce politique. C'est un divorce, même pas politique, c'est un divorce idéologique affiché, avant tout. Et c'est une volonté de un peu contaminer, le terme n'est pas négatif, je le dis pas négativement, de contaminer les autres pays de la région et les pousser à cette même vision d'émancipation qui est dans les pays de l'AES font du prosélytisme actuellement. Donc, sur le plan, sur la réalité économique, ils auront énormément de mal à rompre. Mais comme le dit le docteur Bensaada, ils ont vécu 50 ans dans la difficulté. Aujourd'hui, ils n'ont absolument rien à perdre à essayer une autre formule qui peut être une formule gagnante. Le Niger, par exemple, dispose des plus grandes mines d'uranium d'Afrique. Le Mali, qu'on le veuille ou non, c'est le troisième producteur d'or en Afrique. Le Burkina Faso a également beaucoup de mines. L'agriculture, le Mali est un pays agricole. Le Niger a du pétrole. Le Niger a d'autres ressources. Il est tout à fait inconcevable, anormal, illogique que ces pays, avec toutes ces richesses, n'aient pas pu, depuis les indépendances à ce jour, avoir un niveau de vie respectable. Donc là aussi, ils ne perdent absolument rien à tenter leur chance en créant cette alliance des États du Sahel. Sauf que, contrairement à ce qu'on peut penser, le Mali, le Burkina et à un peu moindre mesure le Niger d'aujourd'hui ne sont pas les pays qu'on connaissait il y a 20 ans. Ce sont pays qui sont restreints à leur capitale, à quelques centres urbains majeurs,
où l'activité économique est paralysée à cause du terrorisme, où les déplacements sont très difficiles. Aujourd'hui, le centre Mali, le nord Mali échappe complètement à l'autorité de Bamako. De même pour le Burkina. Tout à fait. Pour le Burkina, c'est très simple. En dehors de Ouagadougou et Bobo Dioulasso, l'État est symbolique dans les autres régions. Donc on parle d'une absence de perception d'impôts, d'une impossibilité de circulation. De commerce. Vous savez, j'ai eu des échos, par exemple, des régions nord-est du Burkina où les gens sont contents de la situation très difficile sécuritaire parce que il n'y avait plus personne. Et donc les pâturages se font aujourd'hui de manière plus facile. Il y a plus de... Mais vous imaginez le risque. Et le prix payé. Donc c'est très très compliqué. C'est vrai que sur le papier, ces pays sont des pays très très riches, mais ce sont des pays qui ne sont pas gouvernés. Mais qui sont également soumis à d'immenses défis. Et le premier des défis est le défi sécuritaire. Et l'accès aux mines dans ces pays-là est quasiment impossible pour les différents gouvernements. Exactement. Moukolana et Touarabi, alors, les États de l'Alliance du Sahel sont donc dans une logique, utilisons un mot un peu fort, dans une logique de rupture avec la CEDEAO, mais il faut le reconnaître que cette rupture ne sera véritablement totale que lorsque ces pays auront leur propre monnaie, parce que là, ces pays quittent la CEDEAO, mais ils sont toujours membres de l'Union économique, monétaire économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest. Oui, tout à fait. Et je crois qu'il y a un projet de création d'une monnaie de l'Alliance des États du Sahel. Oui. Mais c'est un projet compliqué. C'est effectivement, c'est très difficile de faire ça rapidement, donc de sortir de cet espace monétaire du jour au lendemain. Il faudrait donc beaucoup de travail, beaucoup de temps pour que ce projet soit réalisé. Il est vrai que les trois États ont décidé donc d'aller sur ce terrain pour justement être cohérents avec leur orientation géopolitique et idéologique, qui est celle de recouvrir la souveraineté totale sur tous les plans. Donc, pour le faire, bien évidemment, il faudrait qu'ils sortent de cet espace, sachant que, et c'est là où le véritable enjeu, c'est sur ce point-là qu'il y a le véritable enjeu entre la CEDEAO et les pays de l'AES. S'il reste comme ça, véritablement, il n'y a pas un changement extrêmement important. Ils se seront débarrassés des pressions politiques, mais économiquement, ils seront toujours rattachés à la CEDEAO par un cordon ombilical qui s'appelle l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest. Parce que justement, c'est l'Union économique, l'Union monétaire qui offre le gros des avantages du marché ouest-africain. Et aujourd'hui, des deux côtés, justement, la CEDEAO craint justement que les pays de l'AES puissent réellement mettre en place une monnaie commune. Pourquoi ? Parce que le franc CFA est utilisé uniquement par 8 pays au niveau de l'espace ouest-africain. L'Union monétaire ne concerne pas les 15 membres. Oui, je l'ai plus... Voilà, donc avec cette volonté de se retirer de cet espace, ça va encore fragiliser la présence de cette monnaie au sein de cet espace. Et il est vrai que la CEDEAO se penche depuis quelques années sur la création d'une nouvelle monnaie, ECO, qui va englober l'ensemble des 15 membres. Si la CEDEAO n'a pas réussi depuis toutes ces années, je ne sais pas comment les pays de l'AES, avec les moyens qu'ils ont, qui sont très modestes, puissent mettre une monnaie rapidement. Mais bon, on va pas regarder dans une boule de cristal. Peut-être ils ont leur solution recette secrète. On verra. Mais une chose est sûre, que la rupture ne sera totale qu'une fois ils se sont retirés de cet espace. Si ils restent dans l'espace monétaire, c'est comme s'ils n'ont pas quitté la CEDEAO. Parce que la souveraineté monétaire, elle est capitale quand on parle de souveraineté. Sans la souveraineté monétaire, on n'a rien fait. Oui, le franc CFA est extrêmement décrié dans la sous-région ouest-africaine.
effectivement, y compris par les pays membres de la CEDEAO qui sont attachés. Qui considèrent le franc CFA comme une relique de... C'est une relique, c'est une monnaie qui est adossée à la banque française, à la banque centrale française. C'est une monnaie qui est contrôlée, conçue et gérée et conçue selon les intérêts de la France dans la région. Il faut dire les choses comme elles sont. La France contrôle l'économie des pays de l'Afrique de l'Ouest à travers cette monnaie qui offre des petits avantages, mais beaucoup d'inconvénients. Par exemple, je vais vous dire une chose, si vous voulez être concurrentiel et lorsque vous voulez dévaluer votre monnaie, vous n'avez pas le droit, il faut consulter la Banque centrale française. Le taux, il est fixé en France selon les intérêts des établissements financiers français, ils sont imposés à des économies africaines qui sont fragiles et qui doivent justement emprunter d'autres chemins qui vont permettre à leurs économies d'émerger. Et cette monnaie n'a pas aussi renforcé l'intégration économique africaine. Il est vrai que jusqu'à maintenant, la CEDEAO reste l'exemple le plus réussi en Afrique en termes d'intégration avec 15% d'échanges uniquement. Hein, c'est pas énorme. La CEDEAO avec la France, c'est 28%. Vous voyez les échanges avec les échanges interafricains sont moins importants que les échanges de l'Afrique avec le reste du monde. Donc, voilà, donc, mais ça reste insignifiant par rapport à l'ambition qu'a cet ensemble régional. Très bien. Autre question, Libye Wiwa. Qu'est-ce qui pourrait faire changer les pays de... Qu'est-ce qui pourrait faire changer d'avis se rétracter par rapport au pays de l'AES, oui, se rétracter. On en a un tout petit peu parlé, le docteur Ahmed Ben Saada a un petit peu touché à tout lors de cette émission, mais nous n'en avons pas suffisamment parlé. Moukran aussi en a parlé. Je pense que Moukran a apporté une analyse assez profonde par rapport aux enjeux économiques et sécuritaires. Et je dirais peut-être que dans les 6 mois de transition, les pays de l'AES pourront se rétracter principalement par rapport aux enjeux sécuritaires. Et je dirais, pour rebondir à ce que Moukran vient de préciser d'une manière très pertinente, que peut-être ce retrait va obliger la CEDEAO à revoir sa politique envers ces pays, envers aussi les membres de la CEDEAO. Moi, je dirais que ce sont les enjeux, les enjeux sécuritaires, les menaces qui guettent le Sahel en général. Et oui, il y avait aussi en juin dernier le projet qui a été reproposé par la CEDEAO d'une force en attente, une force régionale en attente. Chaque région africaine a sa force. Exact, dont sa vocation était, je crois, de 1500 hommes, corrigez-moi si je me trompe, et avec un budget de 2 milliards de dollars, ou 500 millions de dollars aussi. Donc, je pense que la vocation principale de cette force était de lutter contre le terrorisme. Et je pense que c'est en partie lutter contre le terrorisme. En fait, les forces en attente africaines, leur mission est de prévenir les conflits interétatiques, ou prévenir les crises, ou de gérer les crises. Le terrorisme est une mission qui est dévolue à d'autres après, le président de la commission de la CEDEAO avait justifié que cette décision, bien que certains pays de l'AES notamment sont sous sanction, ils devraient être autorisés à participer aux réunions liées à la sécurité. Donc, il y a des menaces communes transnationales qui nécessitent effectivement le concours et la collaboration de tous, même s'ils ne sont pas de la CEDEAO. Docteur Ahmed Ben Saada, on m'indique derrière la vitre que nous avons encore une bonne poignée de minutes. Donc, oui, alors, 7 minutes, c'est bon. Ahmed Ben Saada, je crois que nous avons perdu le docteur Ahmed Ben Saada. En attendant de reprendre contact avec lui, je vais me tourner
vers Akram Khraïf, que je vais encore harceler avec mes questions. Je vous destine la question que j'allais poser au docteur Ahmed Ben Saada. Akram Khraïf, est-ce que la mission de Bassirou Diomaye Faye et celle par extension du président togolais Gnassingbé est une mission impossible ou pas? Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent réussir durant les 6 prochains mois à réconcilier les pays de l'AES avec la CEDEAO? Non, il me semble que c'est une mission tout à fait possible parce qu'elle allie à la fois les visions des uns et des autres, Oui. qui sont de maintenir la CEDEAO groupée Oui. et de maintenir et d'insuffler une sorte de vent de panafricanisme, de progressisme au sein de ces pays-là. Donc, je pense que la mission va permettre de sauvegarder un petit peu l'honneur des différentes parties. Et le fait que le Sénégal soit porteur de cette idée-là d'alternative en douceur, de sortie en douceur du néocolonialisme vers une sorte de panafricanisme intégré, je pense que ça va permettre de trouver des solutions. Mais là encore, il faut vraiment y mettre un bémol. Les différents régimes de l'AES sont sous la menace de pas mal de choses, du terrorisme, de putsch, ils ont de très très gros challenges. Et 6 mois, à l'âge de qu'a l'AES aujourd'hui, c'est beaucoup. C'est beaucoup de temps. Merci beaucoup, Akram. Ahmed Ben Saada, je suis content qu'on ait pu reprendre contact avec vous. Il n'était pas question de vous laisser partir avant de vous poser une dernière question. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et son homologue du Togo, Faure Gnassingbé, ont été missionnés pour essayer de convaincre les pays de l'Alliance des États du Sahel de ne pas quitter la CEDEAO. Alors, ils ont 6 mois pour y parvenir. Est-ce que vous pensez que c'est une mission faisable ou pas? Est-ce que quelqu'un comme Bassirou Diomaye Faye peut réussir justement à réconcilier ces pays avec la CEDEAO? Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que le mandat du président sénégalais a été reconduit. Ça veut dire qu'il avait déjà cette mission auparavant, qu'il est allé voir chacun des pays et il s'est heurté à un niet catégorique. Donc, il est clair pour moi, il est clair que le divorce est consommé entre ces deux blocs. Et puis, comme je l'ai dit auparavant, à mon avis, c'est dans l'intérêt de ces pays. Rester dans une zone où on ne voit pas les intérêts de ces 3 pays, il faudrait essayer autre chose. Et pour revenir juste à la question de la monnaie, on ne peut pas comprendre le panafricanisme sans l'abolition du franc CFA. C'est incompréhensible, et tous les panafricanistes vont vous le dire. Et aussi le fait qu'un pays comme la Guinée ou un pays comme la Madagascar ait réussi à faire sa monnaie, je ne comprends pas. Ou peut-être même si on regarde les pays du Maghreb aussi qui ont leur propre monnaie, qui étaient des colonies françaises. Donc c'est une question de volonté politique. Si on a la volonté politique, on ne crée pas la monnaie. Et je rappelle une déclaration du général Tiani du Niger, qui avait dit il n'est plus question que nos États soient la vache à lait de la France, et ça a été dit il y a moins d'une année. Donc vous comprenez qu'il y a une volonté justement de casser le cordon ombilical avec la France, du point de vue militaire et aussi du point de vue monétaire. Parce que rester avec la France et chasser ces militaires, mais rester avec la France du point de vue monétaire, c'est illogique. Il faut aller de l'avant. À mon avis, il faut aller de l'avant. Il faut que ces pays-là aient des positions, saines, des positions réfléchies, et aller de l'avant dans une politique proactive, et pas rester dans un conglomérat de pays où pendant 50 ans ils n'ont pas vu leur pays se développer. Et à mon avis,
les efforts de Nassim Bey ou les efforts de Diomaye Faye vont être voués à l'échec, à mon avis, du moins pour les années à venir. On verra par la suite, mais pour les années à venir, je pense que le divorce est absolument consommé. Merci beaucoup, Dr Ahmed Ben Saada. Bon, j'avais dans ma besace une dernière question à Moukran Etouarabi. Oui, on me dit que oui. Bon, Moukran Etouarabi, je suis désolé pour toi. Donc, j'ai encore une question, mais il faudra faire vite. Alors, il faudra essayer de répondre en 1 minute. Je pense que tu peux battre le record. Alors, Moukran Etouarabi, pour le moment, les pays de l'Alliance des États du Sahel ont le vent en poupe. Et ce qui les renforce le plus, c'est que pour le moment, ils ont le soutien des populations. Il y a quelques critiques ici et là émises par certains responsables d'anciens régimes, mais les États, l'AES est forte du soutien de la population qui voit dans les positions prises par leurs responsables comme des positions honorables et avant-gardistes et panafricanistes. Oui, tout à fait. D'ailleurs, quand vous voyez la déclaration du dernier sommet de la CEDEAO, vous allez comprendre que justement, la CEDEAO elle est sur la défensive, effectivement, parce que les pays de l'Alliance des États du Sahel ont affiché une détermination à en finir avec une situation qu'ils ont considérée comme une situation néocoloniale. Et aujourd'hui, effectivement, les populations de ces pays, effectivement, n'ont pas vu que leur situation s'améliorer sous la CEDEAO. Donc, pour elles, au contraire, ils ont été pénalisés par les sanctions politiques. Sur le plan, justement, politique, les régimes de ces pays sont, justement, dans une position confortable. Pourquoi ? Parce que, justement, aujourd'hui, ils ont pu se libérer de la tutelle néocoloniale de la France en se retournant vers d'autres partenaires. Ils ont pu tisser des partenariats avec la Russie, avec la Turquie, avec d'autres acteurs, puissances régionales, qui leur permettent justement d'obtenir le soutien ou de tisser des partenariats bénéfiques dans des domaines précis, notamment en matière de lutte contre le terrorisme. Donc ils ne dépendent plus de cet ensemble régional, ils pensent se libérer. Et c'est pour ça que la CEDEAO, pour sa pérennité, est dans une position de négociation avec les pays de l'AES pour essayer de maintenir au moins des rapports amicaux sains à venir, parce que moi je suis d'accord avec le docteur Ahmed Ben Saada quand il dit que c'est irréversible. La mission de Bassirou Diomaye Faye est vouée à l'échec. Au contraire, il est là, d'ailleurs lui-même je pense qu'il le sait, il est là juste pour limiter les dégâts. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Moukran Etouarabi. Akram Khalef, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Docteur Ben Saada, qui était en direct depuis Iran, merci beaucoup, Docteur Ahmed Ben Saada. Rima Louibi, merci pour votre gentillesse, pour votre présence et pour vos analyses. Alors, vous l'aurez compris, chers amis auditeurs et auditrices, nous arrivons au terme de cette émission consacrée à la CEDEAO, plutôt au sommet de la CEDEAO, qui s'est tenu dimanche 15 décembre à Abuja. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour un nouveau numéro de Grand Angle. En attendant, vous pouvez continuer à nous écouter sur Internet. Pour cela, il vous suffit simplement de télécharger notre application sur Play Store. Je rappelle que cette émission a été préparée et présentée par Zine Cherfaoui. À la réalisation, il y avait Khaled, à la console technique. Il y avait Sid Ahmed et notre ami Ayman. Un bonjour également à l'équipe multimédia d'Ifriqiya FM qui permet à l'émission d'avoir plusieurs autres vies. Bonne écoute avec la suite des programmes d'Ifriqiya FM. Au revoir.